parler. Donc moi je m'appelle Christophe Ruiz, je suis... C'est le courant alternatif. Donc je reprends, je m'appelle Christophe Ruiz, je suis membre de Toulon en commun et animateur ou référent de la commission éducation qui a beaucoup travaillé depuis 2019 sur de nombreux sujets, y compris pendant le Covid où on a mené des conférences de presse en visio, où on a essayé de faire avancer pas mal de choses. Je vous présente donc ce soir nos invités pour la 4e conférence débat sur l'éducation. On a déjà fait une conférence sur les transports, le logement, la culture. Le principe des conférences débat, c'est de faire témoigner des élus qui ont mis en place des projets, qui ont réfléchi et qui ont agi sur le terrain sur des thématiques bien précises sur lesquelles nous, on a aussi identifié des carences à Toulon. Donc l'idée n'est pas de dire que rien ne se fait à Toulon, mais en tout cas de comparer ce qui serait possible de faire, et quand on le fait avec d'autres municipalités, on se rend compte que le chemin est encore très très long et qu'on a beaucoup de choses à construire ensemble. Ce soir, donc, sur l'éducation, on accueille donc Stéphanie Léger, qui est adjointe à la municipalité de Lyon, adjointe à l'éducation. Marie G, qui est adjointe à l'enfance à la mairie de Gentilly. Et Pierre Huguet, qui est adjoint à la mairie de Marseille, en charge de l'éducation, des cantines scolaires, du soutien scolaire, des activités périscolaires et du PEDT, donc projet éducatif et territorial. C'est Marseille, c'est toujours... Et puis Magali Brunel, donc, qui est la tête de liste de Toulon en commun pour 2026, à qui je vais céder la parole. Merci. Bonsoir et merci d'être là, vous tous et toutes. Je vais peut-être lancer le sujet avec mon autre casquette, parce que je suis aussi enseignant-chercheur spécialiste des questions d'éducation. Et donc je baigne dans des réflexions autour de l'éducation, dans les établissements, hors des établissements et dans mon travail quotidien. Et je viens avec une bonne nouvelle. Des résultats de recherche les plus récents nous font dire que l'école de la République, ce n'est pas un mythe. Alors je le dis pour tous ceux que ça rassure, parce qu'on est tous très inquiets pour notre école. Tous très inquiets pour la manière dont l'éducation est prise en charge et permet d'être un levier social et un levier d'émancipation. Eh bien, plusieurs travaux de recherche récents nous montrent qu'avec de l'exigence, avec une volonté politique, avec l'ensemble des acteurs impliqués, avec la puissance publique, eh bien on peut faire changer les choses. Et nos 3 invités, ils vont le montrer concrètement, parce que moi je ne vais pas vous parler de recherche, ce n'est pas le lieu, mais eux ils vont le montrer concrètement, et c'est la bonne nouvelle du soir. Voilà. Ne nous résignons pas, parce que nos enfants, parce que nous, parents d'élèves, parce que nous, professeurs attachés à la réussite de nos élèves, eh bien nous avons des moyens de les amener à réussir et à faire société. Alors ceci dit, on va revenir un tout petit peu sur terre à Toulon. La question éducative, elle se déploie en réalité à travers plusieurs grandes sphères. Et ces grandes sphères, on les a un petit peu pointées ensemble dans le groupe éducation. On va dire d'abord, il y a tout ce qui relève de la politique éducative. Juste pour qu'on sorte de l'idée que la question éducative, c'est que le problème des écoles élémentaires ou maternelles, et que tout est coincé à l'intérieur de ce petit périmètre. Il y a bien, d'abord, bien sûr, tout ce qui relève des choix de la politique publique. Les choix de donner des finalités aux projets scolaires, qu'ils relèvent des transitions, de la démocratie participative, de la mixité, de l'écologie. Le choix de faire de l'éducation un levier de la justice sociale, notamment par le travail sur la carte scolaire, on en entendra parler ce soir. Le choix de s'attaquer à la question des cantines et de la santé,
et de la formation des agents qui changent en fait l'ambiance, le climat de travail et le contexte de travail des écoles, et puis le choix aussi de s'occuper du bâti scolaire et notamment des questions de végétalisation si importantes en ces temps de grande chaleur que nous avons connus. C'est aussi des publics différents, l'éducation. C'est-à-dire qu'on s'occupe bien sûr des enfants, mais aussi des familles. Il ne faut pas oublier les parents, qui sont aussi impliqués, bien sûr, et des vrais partenaires. Il y a tout ce qui se passe en dehors de l'école, l'accompagnement péri-éducatif, périscolaire et extrascolaire, et puis tout ce qui concerne nos jeunes et nos jeunes étudiants, puisqu'à Toulon, nous avons des structures universitaires. Et puis, l'éducation, elle ne peut que être très très liée à un autre sujet qui lui est très proche, c'est la question de l'ouverture culturelle et sportive, notamment, avec 3 autres bulles. Comment une mairie soutient les projets des enseignants et amène ces enseignants à ouvrir les portes de l'école. Comment on peut pour tous proposer une politique éducative et culturelle de qualité. Et puis, comment on crée événements par des situations un peu extraordinaires qui vont faire qu'on va capter un public qui n'irait pas spontanément dans les bibliothèques, dans les musées, etc. Les nuits de la lecture, par exemple, peuvent en être une des illustrations. Alors à Toulon. Alors à Toulon, l'état des lieux est, on va dire, manque beaucoup d'ambition. C'est en tout cas le constat que l'on fait. Il y a des enseignants ce soir dans la salle, des parents d'élèves, des grands-parents, des élèves même, un inspecteur de l'éducation nationale, donc beaucoup de personnes qui pourront témoigner que si des choses se font à Toulon, il manque beaucoup pour nos petits écoliers et pour nos jeunes. Donc rapidement, avant de passer la parole à nos invités, Toulon, c'est 84 écoles publiques, 41 en maternelle et 43 en élémentaire. Ça représente environ 13 000, un petit peu plus de 13 000 élèves, dont 11 000 mangent à la cantine. Donc ça, c'est quand même un indicateur fort. Une grande partie, une grande majorité qui déjeune sur les cantines de Toulon. Et donc, on le disait, l'état des lieux révèle un manque d'ambition sur de nombreux domaines. On n'a pas pu tout lister ce soir, puis c'est pas le but, mais on a essayé de pointer des indicateurs forts sur lesquels nos invités vont, nous l'espérons, mais nous en avons un petit peu discuté, donc nous le savons, apporter des solutions, en tout cas des idées pour qu'on puisse améliorer les choses. Le premier point, c'est l'état de nos écoles, donc 84 écoles, plus d'un tiers qui sont dans un état, dans des infrastructures vieillissantes mal isolées et dans un état assez vétuste, des écoles paillerons qui sont datées des années entre 30 et 60 et pour lesquelles la municipalité engage des travaux de rénovation, mais il n'y a pas de vision sur le long terme, sur le travail sur le bâti scolaire. Donc on dépense énormément d'argent à Toulon, la mairie s'est targuée d'avoir dépensé 8 millions pendant l'été pour rénover les écoles, mais au final on fait des petits travaux, mais le travail d'ampleur est encore très très important. Un deuxième indicateur, c'est un projet dont je peux parler puisque j'en étais à l'initiative dans mon école, c'est la végétalisation des cours d'école. Donc la mairie a récupéré ce dossier qui avait été mis en place par les enseignants et surtout par nos élèves au départ. C'était une demande forte des enfants. Et on se rend compte qu'à la fin de ce mandat, il y aura moins de 10 écoles, pour l'instant 2 qui vont être livrées, donc moins de 10 écoles qui seront végétalisées. Sur 84, si on devait continuer, il nous faudrait 5-6 mandats. Et donc là c'est vraiment un point qui est très noir, même si la mairie met des grands panneaux dans la ville avec des jolis végétaux, ça ne change pas le quotidien. Et ce qu'on a vécu au mois de juin, vous l'avez vécu probablement dans vos municipalités, la forte canicule nous a rappelé qu'il y avait vraiment une urgence à travailler sur la rénovation thermique des bâtiments et avoir une vision d'ensemble. Un troisième point, c'est le budget, donc sur ce point-là, nos 3 élus ont beaucoup travaillé, ont réussi à avoir des résultats importants avec la prise en compte des demandes de Toulon en commun au conseil municipal pour augmenter les budgets, mais de façon pas assez significative au regard de l'inflation et des prix des fournitures notamment et des fournisseurs. Donc il n'y a pas eu de travail qui a été fait sur ce plan-là et les équipes enseignantes nous font remonter régulièrement que les budgets sont insuffisants
pour pouvoir fonctionner correctement. Donc on peut se poser la question de l'école vraiment gratuite, puisque au final, dans beaucoup d'écoles, les parents sont invités à compléter, alors que dans certaines municipalités, des kits de fourniture sont fournis, mais je ne veux pas empiéter sur ce que nos invités vont nous annoncer tout à l'heure. Ensuite, Magali parlait de l'éducation artistique et culturelle, et puis le projet sportif, qui est quelque chose qui fonctionne bien à Toulon, mais l'offre diminue chaque année, on en est à 30% d'offres en moins, et un budget des transports qui est tellement faible que des classes doivent refuser d'aller se rendre dans des structures parce que le transport n'est pas pris en compte. Donc là, il y a vraiment une question de réflexion globale pour pouvoir permettre à nos enfants d'accéder à la culture et au parcours sportif. Ensuite, la question, on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie, de la mixité sociale qui va être vraiment au cœur de la future campagne et qui est une question qui n'est pas traitée, il faut se le dire ce soir. Hein. Il y a énormément d'inégalités sociales à Toulon. On peut avoir une école avec un IPS de 60, donc un indice de positionnement social le plus bas du Var, et puis des écoles publiques qui ont des IPS au-dessus des écoles privées, très importants. Et il n'y a pas de réflexion sur le tissage du territoire. La mairie a créé une carte scolaire dont le seul but était de gérer les flux d'élèves. Donc des écoles qui se vident, des écoles qui sont trop pleines, et puis on va essayer d'équilibrer les flux d'élèves, mais on ne réfléchit pas du tout à la question de l'indice de positionnement social, qui doit être l'indicateur principal. Voilà, peut-être que nos invités pourront développer sur ce point-là. J'avance un petit peu puisque l'heure tourne. Des écoles drive, si je dis ce terme-là, je pense que beaucoup de personnes, parents, grands-parents s'y retrouvent. Hein. On voit à Toulon des longues files de voitures où on jette, et jeter, c'est pas juste une image, c'est souvent le cas, les enfants devant l'école, dans des conditions de circulation qui sont compliquées, voire à la limite de l'insécurité, hein, il faut dire les choses. Des personnes qui essayent de faire régner un petit peu l'ordre, mais qui sont souvent mêlées aux automobilistes devant les écoles. Et donc la question de la sécurité sera abordée aussi ce soir. Et puis enfin, l'éducation ne s'arrête pas à l'école et au temps scolaire. Il y a toute la gestion des temps périscolaires et des temps extrascolaires en accueil de loisirs, pour laquelle, à Toulon, la gestion est, on va dire, en étant gentille, incohérente, c'est-à-dire que des personnels peu qualifiés, pas formés ou très peu formés, interviennent 1h30 le matin, 2h le midi, 1h30 le soir, avec des rémunérations qui sont très faibles. Donc on ne peut pas garantir un service de qualité et on n'offre pas à ces personnes la possibilité d'avoir un emploi qui leur permette de vivre, et donc ils sont obligés de faire à côté des petits boulots, et c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Donc voilà pour le tableau, hein. Désolé si c'était un petit peu noir comme ouverture, mais on espère maintenant qu'on va avoir de belles perspectives avec nos invités. On va donner la parole en premier à Stéphanie, adjointe donc à la ville de Lyon. Vous voulez que je me mette debout ou ça... Oui. Oui, d'accord. J'ai mon cahier, par contre, voilà. Donc bonjour, je suis Stéphanie Léger, je suis adjointe éducation à la ville de Lyon. Juste pour présenter politiquement, parce que voilà, j'ai été invitée par Magali au nom du PS, donc je le dis quand même. Moi, je suis adjointe PS dans une majorité écologiste gauche. Hein. Le maire de Lyon, vous le connaissez peut-être, c'est Grégory Doucet, qui est un maire écologiste. Et je tiens à vous dire qu'on travaille très très bien tous ensemble. C'est un mandat de très forte collaboration et de partenariat. Alors, les sujets sont très très vastes. Moi, je pense qu'il nous faudrait 3-4 heures pour commencer même à défricher tout ce dont tu viens parler, Christophe. Moi, je tiens à dire que, en fait, l'éducation, la politique éducative d'une collectivité comme une ville, c'est un service public. Et je pense qu'il faut le reposer haut et fort. L'éducation nationale est un service public, mais la politique éducative d'une ville est également un service public. Or, on sait actuellement, avec les gouvernements successifs que nous avons, que les services publics sont très fortement attaqués, et celui de l'éducation, que ça soit au niveau de l'éducation nationale, mais également au niveau des collectivités, est fortement fragilisé. Et donc, il faut montrer une ambition, pas seulement une promesse, une ambition, et placer la question éducative presque au-dessus
de toutes les autres questions, puisqu'en fait, comme l'a montré Magali, la question éducative, elle est partout. C'est-à-dire pas seulement sur le temps scolaire avec l'éducation nationale, mais en fait sur tous les temps des enfants, des jeunes, sur le temps périscolaire, extrascolaire, que ça soit effectivement la question culturelle, sportive, citoyenne, émancipation, etc. Je voulais juste vous le dire, parce qu'il ne faut pas... Je trouve que la question éducation recule aujourd'hui dans le débat politique, et il faut le réaffirmer fort, et je pense que c'est un enjeu de la gauche de remettre l'éducation au centre du débat. Alors à Lyon, nous avons commencé ce mandat en 2020 en écrivant, en travaillant un projet éducatif de territoire, le fameux PEDT, donc c'est un acronyme absolument indigeste, mais en fait le projet éducatif de territoire, ou le projet éducatif de Lyon pour ce qui concerne Lyon, en fait c'est vraiment le socle de notre politique publique, et c'est pas juste un document qu'on range dans un coin une fois qu'on l'a écrit. Ça a été un travail très très collaboratif à Lyon. Nous avons eu 5000 intervenants, plus de 800 enfants, et c'était en 2020-2021, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on était en plein Covid. Donc on a souhaité travailler ensemble pour affirmer des ambitions éducatives communes. Et c'est, en fait, on a été, pour moi, en fait, certes, on a établi des ambitions communes, éducatives, mais c'est surtout des méthodes, des façons de travailler ensemble qui ont été définies à ce moment-là. Et bien sûr, ont été associées l'éducation nationale, et notamment les directions d'école, les enseignants. Donc on a été vraiment chercher nous on a 207 écoles publiques à Lyon, mais également aussi tout le monde associatif qui est très très fort. L'éducation populaire à Lyon est très très implantée dans chacun de nos territoires ou chacun des arrondissements. Et puis bien sûr les agents Ville de Lyon aussi, les familles qu'on n'oublie pas, et les enfants ont été consultés. Et donc on a défini 3 ambitions, je vais juste en parler pour après aller sur des choses plus concrètes. 3 ambitions, une qui s'appelle l'éducation à la transition écologique, une deuxième ambition qui est une ambition émancipatrice et qui place l'enfant comme citoyen au cœur de la ville des enfants, et une éducation plus solidaire, ça c'est le 3e volet, plus juste, plus inclusive, donc qui travaille à la fois la question de l'inclusion et la prise en compte et répondre aux besoins spécifiques à la fois des enfants en situation de handicap, mais de tous les besoins spécifiques, et là notamment une lutte contre les inégalités sociales et notamment contre le déterminisme social, quel qu'il soit, en particulier dans les quartiers politiques de la ville. Moi, je vais un peu vous faire un focus sur la transition écologique. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, le marché de la restauration, puisque c'est un marché à Lyon, je sais qu'à Toulon, c'est Elior, hein, je crois aussi, mais vous avez des personnes qui font le repas. Donc nous, c'est, bon, excusez-moi d'être, voilà, mais nous, c'est effectivement 26 000 repas servis quotidiennement. Je ne vous cache pas que la question d'une régie municipale, qui est pourtant très intéressante et certainement beaucoup plus utile qu'un marché, se pose chez nous, mais effectivement, dans le peu de temps qu'on avait, on a préféré continuer à marcher, et c'est Elior qui a travaillé avec nous, enfin qui a remporté le marché. Alors on n'est pas dans une DSP, on est vraiment dans un achat repas. Donc c'est un peu autre chose, c'est nous qui facturons en fait, pour être très concrète. La question de la restauration scolaire, pourquoi elle est importante? Eh bien aujourd'hui, parce que pour certains enfants, c'est le seul repas équilibré de la journée. Et à Lyon, c'est pas mal, c'est beaucoup. Je vais en parler là-dessus. Et puis pour nous, il y avait vraiment une question effectivement de transition écologique vers une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus durable, c'est-à-dire proposer à nos 26 000 enfants qui mangent chaque jour des repas bio et des repas avec une alimentation qu'on a été chercher localement. Et là, au bout de 4 ans, puisque le marché date de 22, nous avons 65% des aliments qui sont bio à Lyon et plus de 50% qui sont locaux. Alors la difficulté, c'est de trouver le bio local. Et ça, c'est vraiment une difficulté, surtout lorsqu'on est dans des quantités comme, je regarde Marseille, mais voilà. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on achète du poulet bio, et à Lyon, pendant une journée, on assèche le marché du poulet bio en France, quoi, pour vous dire un petit peu. Voilà, donc c'était aussi de proposer moins d'industriels, enfin voilà,
essayer de faire maison. Alors même si, on n'a pas le droit d'utiliser la terminologie, mais en tout cas de respecter les saisons, de faire goûter aux enfants d'autres choses. Et puis d'introduire beaucoup plus de végétal, et notamment des repas végétariens. On a une obligation réglementaire d'avoir un repas végétarien par la loi Egalim, un repas végétarien par semaine. Et bien à Lyon, il y a une alternative 100% végétarienne, donc il y a des enfants qui peuvent manger chaque jour végétarien. Et sinon, donc ça c'est ce qu'on appelle le menu Jeune Pousse, et on a un autre menu qui s'appelle Petit Bouchon. Alors je ne sais pas si vous connaissez la gastronomie lyonnaise, mais les bouchons c'est des lieux où on mange vraiment typiquement lyonnais. Donc on l'a appelé Petit Bouchon parce qu'il y a de la viande et du poisson dans ces menus-là. Et là, effectivement, il y a 2 repas végétariens sur l'ensemble de la semaine. Donc on a beaucoup poussé le végétarien pour que les jeunes puissent découvrir en fait de nouvelles recettes. Ce qu'on a aussi introduit, c'est les commissions menus avec les enfants. Les enfants jugent chaque jour, ils sont interpellés, on leur demande en fait d'émettre un avis sur ce qu'ils ont mangé. Et surtout, ils participent grâce aux accueils de loisirs, j'en reviendrai tout à l'heure dessus, en fait, la pause méridienne, donc c'est-à-dire le moment où les enfants mangent, et bien chez nous, c'est de l'accueil de loisirs, donc c'est pas seulement des personnes qui surveillent les enfants, mais il y a des vraies activités entre midi et 14h et le soir à partir de 16h45. Donc tout notre périscolaire est organisé en accueil de loisirs. Donc avec des taux d'encadrement qui correspondent à l'accueil de loisirs et surtout de la qualité là-dessus. Nous, on a énormément travaillé, je rebondirai peut-être sur ce que dira Marie par la suite. Mais donc, il y a des enfants qui sont interrogés et qui sont consultés, mais pas seulement sur leur goût, mais aussi on les forme à essayer de comprendre ce qu'ils mangent et en quoi c'est important, par exemple, de manger moins de viande, mais peut-être de la viande de meilleure qualité. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, il est essentiel, par exemple, de manger, d'avoir une filière locale. Alors autour de Lyon, on a quand même énormément de choses, on a toute la vallée du Rhône, etc. Et puis on a mis en place également une commission agricole. C'est-à-dire que pour nous, il était indispensable de travailler ce marché de la restauration. On l'a imposé à Elior, quand même, qui est un grand, alors ils n'aiment pas ce nom-là, mais c'est un industriel de la restauration collective. On a imposé à Elior de travailler avec la Chambre d'agriculture et les syndicats agricoles du Rhône. Et donc, tous les 2-3 mois, en fait, on fait une grande réunion où il y a la ville, Elior et les syndicats agricoles, et on parle de prévision de menus sur un an et demi, parce que bien sûr les paysans, les agriculteurs ont besoin de programmer en fait à hauteur de 26 000 repas par jour. Je ne vous cache pas que c'est des tonnes et des tonnes, de programmer sur 1 à 2 années. Et c'est en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la commande publique et même côté éducation peut être un vrai ressort d'une dynamique économique dans votre ville et dans la région. Et ça, nous, par exemple, les agriculteurs du Rhône nous le disent, ils ont augmenté la part de la commande publique de la ville, enfin, de la commande publique dans leur propre chiffre d'affaires, et ça, c'était vraiment très intéressant de soutenir ça. On a également fait un travail avec nos agents, on forme nos agents, pourquoi il faut plus de végétal, pourquoi il faut plus de bio, pourquoi il faut plus de local, mais aussi sur la façon de travailler la pause méridienne, c'est-à-dire qu'on ne fait pas pour les enfants, on fait avec les enfants, l'intérêt de goûter, d'être éduqué au goût. Tout ça, ça a fait l'objet de travail collectif. Et je voudrais finir sur la question des tarifs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un coût pour une collectivité. Moi, je ne vous le cache pas, depuis 4 ans, c'est 40 millions d'euros, le marché de la restauration scolaire. Donc c'est énorme, c'est à peu près 10 millions par an. Et bien aujourd'hui, on a 50% des familles qui paient la pause méridienne. Et quand je dis la pause méridienne, c'est pas seulement le repas, c'est aussi 1h30 d'activité, moins de 1 euro par jour. Donc là, on a vraiment, nous, collectivité, un rôle à jouer dans cette considération sociale, de mettre des tarifs sociaux intéressants pour ces familles. Aujourd'hui, moi j'ai 50% des familles qui sont dans des quotients familiaux CAF très très bas et qui fréquentent les écoles publiques, et on sait que c'est dans ces familles où le recours à la restauration et au périscolaire n'est pas le plus évident, et pourtant, eh bien voilà, la question du tarif n'est plus un frein, on fait beaucoup d'aller vers, etc., mais il faut absolument qu'on puisse toucher davantage les familles notamment en grande précarité.
Juste en termes d'ambition à la transition écologique, on a développé également, je vais très vite parce que c'est beaucoup, tu me dis Magali ou Christophe, voilà, on a développé l'éducation dehors. Alors nous, on n'a pas la chance d'avoir la mer, mais il est très important, vous le savez, que les enfants vivent davantage dehors et soient davantage en contact avec la nature, et nous avons énormément travaillé avec l'éducation nationale là-dessus, mais également sur les temps périscolaires. Nous avons mis en place des formations, nous fournissons aussi des kits, etc. Et puis, comme le signalait Christophe, on a mis en place une politique de cours nature. Alors moi, juste là-dessus, c'est pas juste un délire d'écolo, hein, je tiens vraiment à le dire. D'abord, Lyon a besoin d'être végétalisé puissance 10. Les enfants ont besoin d'être en contact avec la nature, hein, et de vivre dans des milieux... nos cours sont des vrais îlots de chaleur, hein, c'est du bitume partout. Et puis surtout, penser et travailler la cour nature, parce qu'on le fait avec les enfants, on le fait avec les équipes pédagogiques et éducatives, en fait, c'est de repenser les besoins des enfants au moment des récréations. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a vraiment de la littérature scientifique, en fait, les cours de récréation sont très genrés. Et donc la question de l'égalité filles-garçons, mais également la question des petits versus les très grands, d'occupation des lieux dans une cour se pose, et donc repenser la cour de récréation est aussi une façon de repenser les besoins des enfants et sur des espaces où ils vont mieux vivre ensemble. Et je vous promets que quand on met en place une cour nature et quand on travaille avec les enfants et les équipes éducatives, le climat au moment de la récréation s'apaise. Et on a des enfants qui s'ennuient moins, qui ne font pas que des jeux de ballon-football, mais qui découvrent d'autres activités, et c'est des activités beaucoup plus mixtes. Voilà. Bravo. Merci. Désolé de vous déranger. Une annonce. Il y a 2 voitures qui gênent, qui ont pris des places de parking privé. Il y a une Opel immatriculée EA 158KV. Et il y a une Volkswagen HF 292 SD. Donc la Volkswagen, c'est pas nous, mais par contre l'Opel, c'est nous. Voilà, désolé de vous avoir interrompu. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Donc, on peut voir quand même dans les propos de Stéphanie qu'avec le même fournisseur, on obtient des résultats vraiment différents. Il suffit d'avoir une ambition politique derrière et un projet. Et c'est ce qui nous manque. On va passer à la deuxième thématique avec Marie qui va nous parler de l'enfance, puisqu'on vous a dit l'éducation, ça doit concerner tous les temps de l'enfant et notamment les temps périscolaires. Merci beaucoup. Merci et merci tout le monde commun pour l'invitation. Effectivement, moi je suis adjointe au maire à Gentilly. Donc Gentilly, c'est dans le Val-de-Marne, en région parisienne. C'est une ville limitrophe de Paris. Et c'est une ville à direction communiste, et moi je suis au Parti communiste. Alors je vais parler essentiellement effectivement du périscolaire sur trois points que j'ai essayé de faire le plus concret possible. Le premier, c'est la maison de l'enfance, une maison vraiment dédiée aux enfants sur les temps périscolaires. Le deuxième, c'est sur la question de la formation des animateurs et animatrices et des droits de l'enfant. Et le dernier, c'est sur comment on fait en sorte que ce soit un levier d'égalité réelle, comment ce temps-là peut être un levier d'égalité pour les enfants. Alors sur la maison de l'enfance, effectivement, avant les mercredis, on fonctionnait comme dans beaucoup de villes, c'est-à-dire que l'accueil de loisirs était dans les écoles. Là, on a ouvert un lieu qu'on a appelé donc la maison de l'enfance, dans laquelle, pour tous les enfants d'école élémentaire, ils viennent dans ce lieu-là. Alors c'est une ville de 19 000 habitants, bien sûr c'est pas comme Toulon, il y a moins d'enfants qu'ici, mais les enfants de tous les quartiers viennent dans un lieu unique dédié à l'enfance, la maison de l'enfance, et ça permet du coup d'avoir une vraie mixité à la fois sociale, une mixité spatiale, qui est importante aussi parce que nous on a connu des problèmes à l'adolescence par exemple entre quartiers, entre des jeunes de tel quartier qui pouvaient s'affronter. Là ça permet que les enfants de toute la ville puissent vraiment se connaître et avoir un lieu dédié. Et puis ça permet aussi de développer des activités qui soient plus intéressantes, enfin pour nous en tout cas qui nous semblent plus qualitatives sur le plan éducatif, avec des vrais parcours, puisqu'on a beaucoup d'enfants au même endroit. Ça permet d'avoir ce qu'on a appelé les parcours éducatifs, c'est-à-dire
on n'est pas à la garderie, on est vraiment là pour pouvoir apprendre des choses sur ce temps-là, même si c'est pas l'école. Et donc on peut suivre un parcours soit de culture, découvrir les arts, découvrir la photographie, soit de faire du sport, soit de faire des travaux manuels, soit de la découverte de la citoyenneté. Enfin voilà, on essaie vraiment de pouvoir développer ce type d'activité qui apporte quelque chose aux enfants sur ce temps-là, avec ce qui peut passer par du jeu aussi, mais qui est vraiment qualitatif. Et ça nous permet aussi d'avoir des journées thématiques dédiées sur la maison de l'enfance le mercredi. On fait par exemple cette année, je vous ai mis des photos, on essaie de travailler, de valoriser en fait aussi tous les métiers de la municipalité en lien avec les enfants. Donc on a fait par exemple un clean-up day le mercredi, où on a fait venir les agents de la propreté de la ville pour que les enfants déjà les connaissent et puissent les reconnaître dans la rue, leur donner un prénom et savoir que voilà, la propreté ne se fait pas de manière magique, mais qu'il y a des personnes derrière qui le font. Et donc on leur a montré comment ça se passe de nettoyer une rue. Ils ont pu voir ça et l'idée c'est que les enfants, ça soit un levier ensuite pour que les parents, quand ils jettent des papiers dans la rue, etc., eux ils disent non, on sait que c'est Eric qui va ramasser et on ne veut pas qu'il ramasse les papiers derrière nous. On a fait pareil aussi sur des plantations avec les jardiniers de la ville, ou encore on fait des activités, par exemple là on a fait venir la ruche éducative, une association qui vient pour expliquer comment fonctionne le monde des abeilles, etc. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir tous les enfants et de faire des journées vraiment qualitatives qui apportent quelque chose aux enfants. On a aussi à la maison de l'enfant, je le mentionne brièvement, mais on a aussi une ludothèque, on a aussi développé tout un coin dédié aux jeux de société, ça fait partie des parcours éducatifs le mercredi, les enfants peuvent s'inscrire à la ludothèque, mais on l'ouvre aussi un samedi par mois, et là on est en train d'expérimenter pour l'ouvrir aussi en soirée, pour permettre aux parents de venir en fait dans ce lieu-là, de venir à la ludothèque le samedi, pour développer en fait la parentalité, des relations parents-enfants un peu différentes, avec un encadrement du coup de la municipalité, et du coup pouvoir profiter de ça et faire en sorte que les enfants ils soient pas forcément que devant les écrans, mais qui reprennent aussi le goût de ce type de jeu. Sur les droits de l'enfant, c'est aussi un point vraiment important pour nous, la question de la promotion des droits de l'enfant. Donc tous les ans, on a une journée, donc il y a la journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre. On fait donc la journée à la maison de l'enfance, une journée porte ouverte pour les parents, où on discute de ce que sont les droits de l'enfant, comment est-ce qu'on les fait respecter, et en fait on le travaille en amont entre les animateurs et les enfants. Donc ça permet à la fois de former aussi les animateurs pour que les animateurs ils sachent ce que sont les droits de l'enfant, ça permet aux enfants d'en prendre connaissance, et ensuite ça permet de partager ce travail-là avec les parents pour qu'on puisse avoir un dialogue ensemble, parents, personnel de la ville et enfants, sur la question des droits de l'enfant. Et également sur la formation des agents. Alors nous on a des agents qui parfois sur les temps périscolaires qui sont agents de la ville, animateurs depuis plusieurs dizaines d'années. On fait de la formation continue et on fait notamment, depuis 2 ans, on a une journée partenariale dans le cadre donc du projet éducatif de territoire qui réunit en fait tous les professionnels qui travaillent avec les enfants. Donc on essaie de mettre autour de la table, à la fois il y a les directions d'école, il y a les agents, les animateurs et animatrices donc du temps périscolaire, il y a aussi nos éducateurs sportifs par exemple, et on met tout le monde autour de la table pour une journée de formation. L'année dernière par exemple c'était sur la question de la culture de la protection et donc des violences faites aux enfants, pour partager ensemble en fait, même si chacun a un rôle différent entre l'école, le périscolaire, les animations sportives, etc. On partage quand même une culture commune de la protection de l'enfant, on a les mêmes connaissances et on fait en sorte de pouvoir ensuite travailler en réseau et pouvoir se passer le mot. Si par exemple nous on découvre quelque chose sur le temps périscolaire, on peut en parler aux enseignants pour voir s'ils n'ont pas déjà détecté quelque chose sur un enfant. Donc ça permet vraiment d'avoir des cultures communes et de travailler de cette manière-là, de manière très transversale. Sur l'égalité réelle, effectivement, pour une ville à direction communiste, la question de l'égalité, elle est particulièrement importante. Alors là, c'est pas purement du périscolaire, mais c'est plutôt pendant les vacances. Nous, on a, depuis plusieurs dizaines d'années, on a
acheté 3 centres de vacances qui permettent d'avoir des colonies de vacances, de faire partir les enfants, et donc qu'il y a un vrai droit aux vacances pour tous les enfants. Donc on a 3 centres de vacances, on a Bouon-Marlotte en Seine-et-Marne, donc les enfants peuvent parfois y aller le mercredi parce que c'est pas très loin, et on a 2 autres centres, Exideuil en Dordogne et Châtel en Haute-Savoie. Et donc ça participe aussi de notre politique envers l'enfance, c'est que les enfants pendant les vacances, ils peuvent partir dans ces séjours-là, des séjours publics. On essaie de faire en sorte que les animateurs qui sont à l'année sur le périscolaire, s'ils l'acceptent, qu'il puisse y en avoir aussi qui partent en séjour avec les enfants pour qu'il y ait ce lien qui puisse se faire. Et donc voilà, ça permet à des enfants qui autrement ne partent pas forcément en vacances aussi de pouvoir partir. Autre élément dont je voulais parler, alors qui n'est pas purement uniquement de la ville, mais c'est le projet DEMOS qu'on partage avec le territoire, l'établissement public territorial et avec la région. C'est un projet de 3 ans dans lequel des enfants peuvent s'inscrire, des enfants de quartiers prioritaires politiques de la ville, donc les quartiers les plus populaires. Pendant 3 ans, ils apprennent à jouer d'un instrument de musique. On est à plusieurs villes et donc chaque ville a un type d'instrument de musique. Et le but, en fait, c'est de permettre à des enfants qui viennent de quartiers populaires de pouvoir apprendre la musique et à la fin, au bout de 3 ans, de faire un concert à la Philharmonie de Paris. Donc c'est vraiment avec aussi, on va dire, à la fois l'égalité, mais toujours avec une exigence on veut le meilleur pour tout le monde, et y compris pour les enfants qui sont issus des milieux les plus populaires. Autre élément, puisqu'on l'a évoqué rapidement, sur la gratuité scolaire, on a mis en place, ça fait 2 ans, la gratuité des fournitures scolaires pour tous les enfants. On s'est rendu compte qu'au final, c'était pas forcément la mesure la plus coûteuse qui soit, parce que je vous ai mis ces 35 000 €, nous il y a un peu moins de 1000 enfants, mais au final, c'est pas quelque chose de très coûteux sur un budget. Comment on fonctionne en fait pour les enfants d'école élémentaire. On a travaillé en amont avec les enseignants pour se dire on se met tous d'accord entre les écoles sur ce qu'on veut comme liste de fournitures pour les CP, pour les CE1, pour les CE2, etc. Tous les enseignants se mettent d'accord et du coup c'est fourni directement à la rentrée par la municipalité dans les écoles. Il y a seulement le cartable qui reste à charge des familles parce qu'on considère que c'est quand même un élément de personnalisation, de culture pour les enfants, donc on laisse à charge. Mais voilà, il y a vraiment ces fournitures-là qui sont données. Ça permet une réelle égalité, ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas des enfants qui aient leurs fournitures et d'autres non. Ça permet pour certains parents qui ont un peu du mal à comprendre parfois les listes des enseignants aussi que les enfants soient bien avec les bonnes fournitures. Et ça permet d'éviter le gâchis aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui n'ont pas toujours leur fourniture, mais qu'il y a aussi des enfants où il y a énormément de fournitures qui sont achetées et parfois pas les bonnes fournitures, beaucoup de gâchis, et donc écologiquement ça nous semblait pas intéressant. Voilà. Et juste dernier point que je voulais partager, c'est une initiative qu'on a menée pour montrer un peu aussi ce qu'on peut faire sur du temps périscolaire, sur l'égalité. C'était sur l'égalité femmes-hommes. En fait, on voulait renommer des rues dans un quartier qui est le Chaperon Vert, et pour leur donner des noms de femmes, parce qu'on travaille sur la visibilité des femmes dans l'espace public. Typiquement, là, on a utilisé le temps périscolaire pour travailler avec les enfants, pour leur montrer quelles femmes étaient proposées aux voix à la population sur chaque rue. Donc pour déjà, ils apprennent les femmes qui ont fait l'histoire, qui sont parfois invisibilisées. Et on leur a montré comment se passait cette votation, et on leur a proposé d'y participer aussi, et donc de voter. Et donc il y a eu une partie de la votation où les enfants ont participé à choisir quel serait le nom de femme qui serait donné à ces rues-là au Chaperon Vert. Donc voilà, c'est aussi un levier vers l'égalité, et aussi un levier de découverte de la démocratie, bien sûr à l'échelle des enfants, mais un premier pas dans ce sens. Merci. Merci beaucoup Marie.
Donc on peut voir que l'école est un lieu où on apprend, mais c'est aussi un lieu de vivre ensemble, et que, on en parlait aussi tout à l'heure avec Stéphanie, on peut aussi mettre à profit l'utilisation des locaux scolaires pour des temps qui se situent après l'école, y compris le week-end, on parlait tout à l'heure, peut-être que tout à l'heure on pourra détailler lors des questions. On va vous donner la parole pour les questions et réponses après la dernière intervention de Pierre, donc, qui va nous parler aussi de rénovation scolaire à Marseille. Merci. Déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Toulon. C'est peut-être rare dans la bouche d'un Marseillais, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette ville. Alors, je me présente, Pierre Huguet, je suis adjoint au maire de Marseille en charge de l'éducation pour faire court, et également président du groupe Printemps Marseillais, le Printemps Marseillais que vous connaissez certainement, qui est ce rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens, qui a remporté les élections municipales en 2020, à la grande surprise de beaucoup. Et effectivement, comme l'a rappelé Stéphanie, ce sont des rassemblements qui, lorsqu'ils sont en responsabilité, vont bien au-delà d'une alliance électorale et sont en capacité de transformer radicalement une ville. Et pour preuve, le travail qui vous a été présenté par mes collègues adjointes, mais cette collaboration, cette coopération, ce dialogue, il se fait aussi entre villes. Et je sais que depuis le début du mandat, Stéphanie et moi dialoguons beaucoup parce qu'on s'interroge énormément sur les politiques publiques que nous menons. Nous n'arrivons pas avec des certitudes, nous avons des convictions, nous portons une vision, mais il faut aussi parfois se confronter à la réalité. Et le fait de pouvoir échanger entre élus de villes qui partagent le même projet politique, eh bien, c'est, on va dire, un petit moment de respiration, mais aussi un moment d'émulation pour nous permettre d'avancer. Et je sais que ce dialogue s'est prolongé récemment entre le maire de Marseille, Benoît Payan, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, puisqu'ils ont publié ensemble une tribune face à l'extrême droite, face au danger de l'extrême droite, de l'instrumentalisation de ce qu'ils considèrent être la liberté d'expression et qui en fait est utilisée pour véhiculer des propos racistes et des idées dangereuses. Et je sais qu'ici, à Toulon, comme à Marseille, le danger de l'extrême droite est extrêmement présent. Alors, pour en revenir à ma délégation, donc, pour vous planter un peu le décor, alors, bon, je sais que c'est un peu une manière à la marseillaise de se présenter, mais nous avons 470 écoles publiques, 76 000 élèves et 55 000 repas de cantine qui sont servis tous les jours. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on dit ça, on entre dans une autre dimension. Et ça ne nous a pas échappé non plus, la question du bâti scolaire a été un enjeu fort ces dernières années à Marseille, parce que tout le monde en a été témoin et tout le monde a lu les articles de presse, pas seulement locaux mais également nationaux, sur l'état du bâti scolaire qui était dans un état lamentable et qui avait été abandonné pendant 25 ans. Et donc c'est vrai que face à cette situation, il fallait apporter une réponse à la hauteur. Et je suis très heureux parce que demain, ça va être un jour, on va dire, exceptionnel, mais plus tant que ça, parce que nous allons inaugurer une nouvelle école, école des Égalades, et qui fait partie de ces écoles, de cette première vague, et je vous en dirai quelques mots. Donc cette vingtaine d'écoles qui ont pu être inaugurées avant la fin du mandat, et puis à terme, nous avons déjà lancé la vague numéro 2 pour une trentaine d'écoles, et donc c'est déjà quasiment la moitié de l'objectif qui sera atteint, c'est-à-dire soit construite, soit en cours de construction, ou soit les études lancées d'ici la fin du mandat. Alors comment est-ce qu'on y est arrivé ? On y est arrivé d'abord avec l'humilité qu'on se doit lorsqu'on doit traiter ce genre de situation. Dès 2021, le maire de Marseille a présenté un plan école. Un plan école, un plan à 1 milliard, et qui vise justement à pouvoir reconstruire ou construire 188 écoles. Alors, le maire, une fois qu'il a présenté ce plan à l'école, eh bien, il est allé voir les différents partenaires. Et donc, l'État, notamment, s'est
portée volontaire. Ça a été une discussion longue avec l'État, mais finalement a accepté avec la ville de Marseille de pouvoir réaliser, de pouvoir concrétiser un partenariat historique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un plan à 1,5 milliard. Alors, une grande partie est effectivement supportée par la ville de Marseille, hein, puisque pour 800 millions, il s'agit de l'argent des Marseillaises et des Marseillais. L'État va injecter 400 millions, notamment à travers l'ANRU, et puis surtout, l'État a pu nous apporter la garantie d'emprunt. Ce qui est important parce que ce qui nous permet finalement d'emprunter à des taux qui sont plus bas que si on avait dû le faire sur uniquement, on va dire, sur la parole, en tout cas, de la ville de Marseille. Et donc, ce plan école qui vise, comme je vous le disais, à soit construire ou reconstruire 188 écoles parmi effectivement des écoles paillerons, est en bonne voie, malgré effectivement ce qu'on peut entendre à droite ou à gauche. Et comment est-ce que finalement ce partenariat a pu se faire? On a créé quelque chose d'assez inédit avec l'État, parce que c'est vrai que la répartition habituelle entre l'État et les collectivités locales, c'est que finalement l'État fournit les enseignants, fournit la partie éducative, et puis il revient aux collectivités locales de pouvoir, en tout cas, d'entretenir les bâtiments et de fournir des conditions dignes d'apprentissage. Et ce qu'on a créé, c'est un partenariat un peu unique, parce que nous avons créé une société publique dédiée aux écoles de Marseille, qui fait que l'État et la ville sont à 50-50. Alors le président en est le maire de Marseille, mais c'est finalement cet outil que nous avons créé conjointement avec l'État qui finalement nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des travaux conséquents de construction, de reconstruction. Mais le plan école, tel qu'il avait été présenté également par le maire, comportait un volet, on va dire, de maintenance, d'entretien, qui doit se faire sur l'ensemble des écoles. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 470 écoles à Marseille, et donc c'était aussi important de pouvoir apporter une réponse sur le bâti scolaire pour l'ensemble des écoles. Et vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Nous, quand on est arrivé en 2020, le budget qui était dédié à la maintenance des écoles, c'était 8 millions par an pour 470 écoles. Donc vous comprenez effectivement qu'à un moment donné, la question des écoles publiques à Marseille ait pu faire l'objet d'articles dans la presse locale et nationale. Pour vous donner le contraste, cet été, en 2 mois, nous avons mis 16 millions d'euros pour pouvoir réaliser des travaux dans plus de 200 écoles. Alors ça va petit, effectivement, petite intervention à une intervention beaucoup plus lourde, mais vous voyez qu'effectivement, avec du volontarisme, eh bien, on peut y arriver. Et c'est un peu le message que j'aimerais porter ici ce soir, c'est-à-dire que les collectivités locales disposent des leviers pour aller beaucoup plus loin, en fait. Parce qu'on va, finalement, tel que ça vous l'a été présenté à Lyon et à Gentilly, on va bien au-delà de cette traditionnelle répartition des rôles entre l'État et les collectivités locales. Et donc, des collectivités locales, qu'elles soient finalement des villes, des départements, des régions, peuvent aller bien au-delà et porter des politiques volontaristes. Et je pense que ici, la question de l'éducation est une question qui vous est chère, parce que vous avez choisi ce thème pour en débattre. Je pense que nous aurons l'occasion d'échanger, peut-être d'aller plus loin dans les éléments qu'on vous a présentés. Mais cette coopération, finalement, avec l'État à Marseille, elle est allée au-delà du bâti. Elle est allée dans l'équipement numérique des écoles. Donc nous, par exemple, nous avons pu financer, aussi dans le cadre d'un partenariat 50-50 avec l'État, des écrans numériques interactifs pour l'ensemble des écoles élémentaire. C'est-à-dire que dans chaque classe élémentaire, il y a un écran numérique interactif. C'est une sorte de grande tablette auquel nous avons permis aux enseignants d'accéder à des ressources numériques. Cette coopération, elle est allée bien au-delà parce que aujourd'hui, nous construisons des parcours éducatifs conjointement avec l'éducation nationale. Ça vous a été dit, en mobilisant les services de la ville. C'est-à-dire que les villes disposent de ressources incroyables. Des musées, des bibliothèques, bref, vous avez dans les villes un ensemble de ressources qui sont potentiellement accessibles aux élèves. Bon, nous, on a la charge des écoles primaires. Et notamment ces parcours éducatifs qui n'existaient pas, donc ont été créés tout le long du mandat. Et donc, là aussi, ce sont
on va dire, des moments éducatifs qui sont organisés. C'est pas juste un one-shot, hein, c'est un travail de fond qui est réalisé avec les élèves et les enseignants. Et ces parcours éducatifs sont travaillés conjointement, ensemble, éducation nationale et ville. Et donc, ça c'est pour vous illustrer le fait qu'une ville peut aller bien au-delà, finalement, du rôle traditionnel qui lui a été souvent assigné, qui était d'entretenir les bâtiments. Et donc, à ce titre, peut porter des valeurs éducatives fortes. Sur la question des cantines, alors, nous, on était dans une situation particulière parce que cela faisait 30 ans que c'était un contrat donc, historique avec une entreprise connue qui avait donc une délégation de service public. Et donc, nous, effectivement, on avait en charge de pouvoir apporter des réponses sur la question de la restauration scolaire. Je pense que Stéphanie vous a indiqué que là aussi, les villes disposent de leviers pour, on va dire, assurer cette transition écologique et qui est indispensable. Et tout l'objet des différentes réformes que nous avons faites concernant la restauration scolaire visait également cet objectif de pouvoir reconnecter une production locale, des producteurs locaux, avec les besoins d'une collectivité locale. Mais vous comprenez qu'une collectivité locale comme Marseille, 55 000 repas par jour, ça nécessite effectivement une méthode, du temps. Donc nous sommes parvenus à sortir de la DSP depuis septembre 2025, parce que là aussi, en fait, une DSP, c'est l'ensemble des fonctions qui sont dévolues à un prestataire. Donc par exemple, la facturation était entre les mains du prestataire. Nous l'avons récupéré. Par exemple, l'entretien des bâtiments était dévolu au prestataire. Nous l'avons récupéré. Mais l'éducation à l'alimentation avait été également dévolue au prestataire. Et donc nous l'avons récupéré à partir de septembre 2025. Et donc depuis finalement le début du mandat, nous reprenons en main cette question de la restauration scolaire avec cet objectif de pouvoir reconnecter les besoins d'une collectivité locale avec les producteurs locaux, mais lorsque vous avez 55 000 repas, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, notamment, nous avons pris, alors, exemple sur Lyon, nous avons mis en place une commission filière de demain qui est, on va dire, ressemble très fortement à la commission agricole que Lyon a mis en place. Et je vous dis ça, ça fait partie, finalement, des exemples concrets du dialogue que nous avons entretenu tout au long de ces années pour pouvoir trouver des solutions. Parce que parfois la solution elle a déjà été trouvée ailleurs et donc autant s'en inspirer. Bref, donc c'est un ensemble de leviers, là aussi, dont disposent les collectivités locales pour pouvoir permettre et assurer cette transition écologique. Je finis sur le projet éducatif. Ça sera très vite parce que mes collègues en ont énormément parlé. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des IPS, l'indice de position sociale. Exemple simple de ce que peuvent faire des collectivités locales. L'IPS, c'est un outil statistique du ministère de l'Éducation nationale. Bon, il s'est fait un peu tirer l'oreille pour pouvoir le publier, mais moi je dois dire qu'avec l'inspection d'académie des Bouches-du-Rhône, il y a un travail collaboratif qui est de qualité. Et notamment sur la question des IPS, nous, ça nous a permis de les utiliser pour déterminer le budget qui est alloué chaque année aux écoles, de manière justement à pouvoir combler les trous de l'éducation prioritaire. Donc vous voyez que concrètement, la collectivité locale, rien ne l'engage en fait à mener ce genre de politique publique. C'est encore une fois du volontarisme. Et donc notamment nous, ce que nous avons pu faire, c'est que nous avons pu établir un barème qui est progressif en fonction de l'IPS. Et donc, comme on vous l'a indiqué, plus l'IPS est faible, eh bien, moins, on va dire, les conditions socio-économiques dans lesquelles les enfants évoluent leur sont favorables, et plus l'IPS est élevé, et donc plus effectivement les conditions d'apprentissage et d'éducation des enfants sont élevées. Et vous avez souvent l'intermédiaire dont on ne sait pas si finalement on a là un IPS qui est homogène ou alors on est en vraie présence de mixité sociale qui permet effectivement d'avoir des enfants qui appartiennent à des catégories populaires très différentes. Et c'est quand même grâce à l'IPS que finalement on parvient à pouvoir, je conclus, mener une politique finalement très, on va dire, basique d'attribution des moyens aux écoles, mais de manière raisonnée, en comblant les lacunes de l'éducation prioritaire. Et donc, à travers ces différents exemples, c'est pour vous montrer qu'une ville
dispose des leviers pour mener des politiques publiques, mais faut-il encore qu'elle en ait l'envie et la vision. Merci beaucoup Pierre, merci à tous les trois pour vos témoignages et vos pistes de travail qui, je le disais en préambule, montrent que le chemin est encore long à Toulon. On va passer aux questions de la salle. Donc on rappelle le principe, questions courtes pour qu'on puisse avoir beaucoup de questions et beaucoup de réponses de nos invités. Qui va oser se lancer le premier ou la première? C'est moi qui qui donnerai la parole, mais je pose la première question. On a un gros problème en fait sur Toulon, qui est le problème effectivement de la mixité sociale dans les établissements, et un défaut de mixité sociale qui est entretenu en fait par une espèce de surenchère ou de concurrence entre le public et le privé. Comment avez-vous abordé cette question? Qui veut répondre? Ah, direct hein. Stéphanie, je pense que moi aussi je dirais 2 mots. Mais... Alors moi c'est un sujet effectivement que j'aime beaucoup, et puis que surtout la publication de ces indicateurs là dont on parle avec cet acronyme UPS, en fait si vous voulez c'est comme une catégorie socio-professionnelle mais enrichie de la question du niveau culturel des parents, etc. Donc c'est un indicateur qui est vraiment très très intéressant, et très clairement en fait l'éducation nationale ne le publiait pas alors qu'ils avaient les informations en interne, et depuis que c'est publié, eh bien on peut mesurer effectivement la question de la mixité au sein même des établissements publics, mais aussi sur le public et le privé, et là je vous promets c'est redoutable. Donc la question de la mixité en fait elle pose plusieurs choses. Il y a, tu l'as dit Jacques, c'est la question du public et du privé. Je pense que c'est assez spécifique à chaque commune. Je pense que par exemple avec nos collègues de Bretagne, le privé c'est un privé catho-social, assez différent de ce qui peut par exemple se passer à Lyon où c'est un catho, voilà, avec la belle colline de Fourvière, etc. Donc aujourd'hui nous par exemple au collège c'est 25% des gamins qui vont dans le privé, et c'est un ratio qui s'accélère chaque année. On est un peu sur une tendance parisienne, hein, pour être très, très, très clair. Je le rappelle, les collectivités ont obligation pour le public, pour le privé sous contrat, eh bien, de verser de l'argent. Donc lorsqu'on parle de privé, en fait aujourd'hui le privé sous contrat est financé à 73% par des moyens publics. Et c'est là en fait pour moi la grande problématique. Pour Lyon, c'est 8 millions qu'on sert chaque année aux écoles privées. Donc moi en fait, si je peux récupérer une partie de ces 8 millions ou l'intégralité de ces 8 millions, la question de la mixité sociale, culturelle, scolaire dans les écoles publiques, je pense que je serais tout à fait capable de la résoudre. Donc en fait, qu'est-ce qui est important? Ben, je pense que c'est le travail, là, que vous voyez, c'est cette volonté, cette vision politique, en fait, de valoriser nos écoles publiques et de mettre des moyens, à la fois sur le temps scolaire. Moi je mets à disposition des équipes pédagogiques 2,5 millions par an pour les équipes enseignantes des écoles publiques lyonnaises. Je ne le donne pas, vous priez, ça c'est sûr. Donc en fait, c'est comment on valorise, comment on est en interaction, en travail avec les équipes de l'éducation nationale, sur la question de la carte scolaire, sur la question des périmètres scolaires, mais aussi sur tout le travail qui est fait sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. À un moment donné, il faut redonner confiance dans les familles, ça on en discute beaucoup avec Pierre, il faut donner confiance, redonner confiance dans l'école publique. Et il y a des sortes de légendes urbaines, comme quoi il serait beaucoup mieux dans le privé, que c'est beaucoup plus sérieux, qu'il y a moins de jours de grève, etc., etc. Mais les résultats sont là, en fait. Le problème du privé, c'est qu'ils choisissent leurs gamins. Donc forcément, à un moment donné, nous, à Lyon, c'est vraiment, il y a un décalage entre, effectivement, sur les catégories socio-professionnelles, les plus aisés qui vont dans le privé. Donc forcément, à un moment donné, on a un déséquilibre et ça se joue là. Donc en fait, je pense que les villes ont possibilité de mettre des moyens, que ce soit au niveau des villes, des écoles publiques primaires, des collèges et des lycées, donc ça dépend de chaque collectivité, mais il y a cette reconnaissance en fait du travail qui est fait dans les écoles publiques, enfin dans l'éducation publique qui doit être reposée. Et ça, pour moi, c'est une façon de résoudre une partie du problème. Mais tant qu'on ne posera pas aussi la question du privé, je pense qu'on ne résoudra pas à 100% le problème. Je vais être très rapide parce qu'effectivement, l'important, c'est qu'on ait des échanges.
vous avez compris que la situation de l'école publique à Marseille, pendant des années, était dans un état de fragilité, parce que ce n'était pas la préoccupation majeure. Je ne vous ai pas donné ce chiffre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 100 à 150 cantines qui fermaient par jour. Des parents qui n'avaient pas de solution. C'est-à-dire qu'en fait, on les appelait et on leur disait à 11h30, vous devez venir récupérer votre enfant le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et donc, face à cette situation, il y a des parents en fait, qui n'avaient pas le choix. Ils ne voulaient pas forcément mettre leurs enfants dans l'école privée. Mais quand vous n'avez pas d'autre solution, eh bien, quand le service public est défaillant, eh bien, en fait, vous allez vers finalement une solution qui ne vous convient pas peut-être parce qu'elle n'est pas en adéquation avec vos valeurs, mais c'est qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Et je crois que le premier levier, en fait, c'est de valoriser l'école publique, c'est d'investir dans l'école publique. Voilà, c'est ça le principal levier. Et bien sûr, il y a d'autres périmètres qui entrent en jeu et on en a parlé. Et j'espère qu'on pourra y revenir. Mais nous, tout ce qu'on fait depuis le début du mandat, c'est justement d'investir massivement dans l'école publique pour redonner confiance, pour que les familles, finalement, reprennent lien avec ce service public qui est un service public fondamental. Et c'est une partie de la solution. Il y a d'autres leviers qui existent, peut-être qu'on en discutera, mais pour moi, c'est la première réponse, c'est d'investir massivement dans l'école publique, le bâti, les politiques éducatives, le périscolaire, l'aide aux familles, notamment avec le kit de fourniture, puisqu'on le fait également à Marseille. Voilà, c'est tout ça qui, à un moment donné, permet de redonner confiance dans le service public. Marie, je travaille avec Tech intensément et je suis très intéressée par tout ce qui concerne justement les cantines scolaires. Parle fort, Marie. Nous, les cantines, c'est aussi Elior, mais malheureusement, c'est encore avec des boîtes de conserve. Voilà, donc on voudrait bien changer les choses et essayer de faire un autre projet. Donc je pose la question à Pierre. Je pose la question à Pierre qui a dit qu'il avait réussi sur Marseille à dénoncer la DSP. Et du coup, il y a quoi? Il y a une... Et en fait, c'est quoi maintenant? C'est donc une cuisine centrale avec des satellites ou ça se passe comment? Parce qu'en fait, ce qu'on a comme problème, c'est justement... J'ai compris la question. Ce qu'on a comme problème, c'est que justement le personnel des cantines est complètement frustré parce qu'on engage des personnes qui ont des CAP de restauration, des BEP de restauration, et en fait, ils sont frustrés, ils ne peuvent même pas mettre une branche de persil en plus dans les repas. Voilà. Alors, je vais en partie répondre, mais je pense que Stéphanie aura aussi certainement des éléments. Nous n'avons pas dénoncé la DSP, elle s'est finie en 2025 et nous nous sommes donné les moyens de pouvoir sortir de la DSP. Ce qui fait que nous sommes passés à un marché à l'outil, donc c'est-à-dire qu'il y a maintenant plusieurs prestataires, mais ça c'est une étape. En fait, la restauration scolaire, là aussi, ça dépend du niveau d'exigence qu'a une collectivité vis-à-vis de l'alimentation et singulièrement de l'alimentation à destination des écoliers. Donc, lorsque ce n'est pas en régie, donc fait directement par la ville et que c'est un prestataire, enfin, tout cela est défini par le cahier des charges. Et donc, c'est vous qui mettez le curseur là où vous voulez, là où vous pouvez, là où vous souhaitez investir. C'est ce qu'a fait par exemple la ville de Lyon. Nous sommes dans cette phase de transition. Nous restons effectivement sur un modèle de cuisine centrale, même si nous avons plusieurs prestataires. Mais là, dès cette rentrée, nous avons quasiment doublé le bio, puisque nous étions à 28% de bio, et nous sommes à cette rentrée à 50%, et à terme, nous serons à 60%, donc j'espère que nous allons bientôt rattraper les Lyonnais. Et par ailleurs, ça, ce n'est qu'une étape du projet.
parce que notamment sur les autres lots qui sont beaucoup plus petits, parce que nous avons une cuisine qui continue de préparer 45 000 repas par jour à Marseille. Sur les lots plus petits, ça nous permet aussi de pouvoir mener des politiques innovantes. Donc par exemple les contenants réutilisables. Donc il y a un des lots de 3000 repas qui va nous permettre de pouvoir construire un modèle qui nous permettra à terme de nous séparer des barquettes, même si elles sont en cellulose, de nous séparer des barquettes. Mais vous voyez que c'est le genre d'innovations qui sont, on va dire, que l'on peut envisager sur un petit volume, merci, de 3000 repas que sur 55 000 repas, parce que derrière ça demande un dialogue avec les organisations syndicales, ça demande également l'adaptation des offices dans les cantines, mais aussi dans la cuisine centrale, du nouveau matériel. Par ailleurs, tout à l'heure je vous disais, créer les conditions d'une reconnexion entre la production locale et une ville comme Marseille. Par exemple, sur 3000 repas, un producteur peut y répondre, un producteur local peut y répondre. Sur 55 000, ce n'est pas forcément le cas. Donc, je ne suis pas entré dans le détail tout à l'heure du projet que nous sommes en train de mener, mais ça fait partie des éléments. Et à terme, l'objectif, c'est de pouvoir sortir du modèle de la cuisine centrale tel que nous la connaissons et tel que beaucoup de villes connaissent d'ailleurs. Vous avez compris, Marseille est singulière par sa dimension. Donc lorsque le maire m'a confié la question de la restauration scolaire, j'ai pris mon bâton de pèlerin parce que, en définitive, je ne connaissais de la cantine pas plus que celle que je fréquentais en tant qu'enseignant. Et donc il a fallu que j'apprenne vite. Et donc je suis allé voir Stéphanie, je suis allé voir mes autres collègues en France, je suis allé aussi de l'autre côté des Alpes, en Italie, à Milan. Et là j'ai découvert en fait un modèle qui est assez insolite pour nous, parce que nous ne sommes pas habitués, c'est ce qu'on appelle la liaison chaude. Alors ça existe, à plus petite taille, c'est-à-dire que ce qui est préparé le jour est servi le jour même. Donc vous avez par exemple la mairie du 18e arrondissement à Paris qui est en train d'opérer cette transformation de liaison froide à liaison chaude. La mairie du 12e arrondissement l'a déjà fait. Donc vous voyez qu'on était à des tailles, on va dire, plus petites. Nous, ce qu'on tente avec Marseille, comme on dit à jamais les premiers, c'est de le faire à l'échelle de la ville. Et donc nous avons lancé la construction de la première unité de proximité dans les quartiers nord de Marseille. Nous sommes en train là de travailler sur un projet de seconde unité. Et à terme, c'est effectivement la possibilité de pouvoir créer un ensemble d'une quinzaine de cuisines de proximité sur l'ensemble du territoire de Marseille, de manière à pouvoir délivrer l'ensemble des écoles publiques. Voilà, ça fait partie des politiques volontaristes que peuvent mener des communes. Merci, Pierre. Juste, vous avez un atout quand même à Toulon, c'est que vous avez des personnels qui cuisinent. Il faut le garder, ça. Parce qu'en fait, nous à Lyon, on est comme à Marseille, on a la cuisine centrale. Je ne vous cache pas que employer dans nos 127 restaurants scolaires des gens qui savent cuisiner, c'est un coût important pour la collectivité. Ça peut être un choix, mais là, vu ce qui se passe actuellement, ça va être un choix difficile pour nous. Mais vous avez cet avantage, je crois. Vous avez, j'ai lu dans vous avez des compétences de personnes qui cuisinent. Moi, le conseil que je peux vous donner, si je peux me permettre, gardez ces compétences-là, parce que je pense que cuisiner dans les écoles, mais même dans une question pédagogique, c'est un savoir-faire, et puis surtout en termes de qualité. Là, vous pouvez parler de fait maison à cette hauteur, c'est 300 repas max par jour. Donc allez-y, Mais ça veut dire un autre modèle. Et ça, il faut effectivement l'anticiper, le penser, l'étudier et le transformer, Moi, j'avais une question par rapport... alors, vous parliez de temps périscolaire comme étant des temps éducatifs, et notamment celui du temps méridien. Moi, j'aimerais savoir comment vos municipalités se sont organisées pour le recrutement des animateurs ou des personnes qui interviennent sur ces temps-là, sachant que c'est quelque chose de compliqué, puisqu'on a des difficultés, notamment dans le domaine de l'animation à recruter du monde. Donc je voudrais savoir juste, est-ce que ce sont des vacataires, est-ce que ce sont des contrats à durée déterminée Merci. Oui, je vais bien répondre sur cette partie. En fait, il y a de tout dans les contrats. Il y a des personnes qui sont vraiment fonctionnaires, il y a des contrats à durée déterminée, il y a des vacataires en complément. En fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait... que les semaines soient organisées de manière à ce qu'on puisse avoir des personnes qui soient employées
à temps plein, c'est-à-dire qu'ils puissent travailler par exemple tout le mercredi sur le périscolaire, le matin, le soir, qu'il y ait des moments de formation aussi, enfin en tout cas qu'on fasse en sorte que ce soit des personnes dont ce soit vraiment, ça devienne le métier au maximum, et ce qui permet aussi ensuite d'agir sur les enjeux de formation et d'être avec des personnes qui ont envie de faire ça, on va dire, y compris sur du long terme, et aussi avec des progressions possibles. Par exemple, on a des directeurs d'accueil de loisirs, des adjoints aux directeurs, donc il y a aussi la manière de se projeter un peu dans une carrière dans ce domaine, de se professionnaliser, ensuite de former les autres. Après, il y a un volet qui est difficile, on va dire, c'est difficile de passer outre. Il y a forcément des vacataires parce que si vous avez des taux d'encadrement, parce que vous êtes en accueil de loisirs, il y a des moments où il vous faut plus ou moins d'animateurs suivant le nombre d'enfants qui est accueilli, mais on essaie de faire en sorte que ce soit le moins possible aussi pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de personnes qui soient complètement précaires et qui viennent juste travailler quelques heures par semaine, ce qui est quand même pas non plus pour une ville de gauche une manière très enthousiasmante d'envisager le travail, quoi. Nous, en fait, le bouleversement, ça a été la réforme des rythmes et les 4 jours et demi. Voilà. Donc, en fait, nous, à Lyon, en fait, le périscolaire en 2014 a été géré de la moitié par le monde associatif, MJC, centres sociaux, et la moitié sur du municipal. Donc on a fait rentrer les associations dans les écoles, on en parlait avec Christophe, une très grande proximité, ce qui a permis d'ouvrir l'école sur le... Voilà, bon, mais ça c'est un autre problème. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que comme à Gentilly, on essaie de tendre pour le personnel municipal, les animateurs, vers des emplois plus pérennes. Et nous, alors contrairement à Gentilly, quand on arrivait en responsabilité, nous n'avions pas de personnel d'animation qui étaient personnels municipaux, c'est-à-dire des emplois pérennes. Et là, depuis que nous sommes en responsabilité, on a créé 300 postes, aussi bien au niveau direction que animateur. Mais vous savez quoi? En fait, on a des difficultés à les pourvoir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde de l'animation, et notamment la filière animation, est en très grande fragilité. Et donc, même avec le fait de pouvoir, pendant les petites vacances, travailler plus, nous, on a... et en fait, il y a 2 heures le midi, on a augmenté le temps du soir pour que les contrats soient de plus en plus intéressants. Il y a le mercredi, etc. Mais du coup, ça peut ne pas faire tout à fait un emploi temps complet. Donc, ce qu'on a créé, c'est-à-dire que on finance par exemple des BAFA, etc. pour avoir un vivier. Donc, on a pas mal de vacataires. Et la ville de Lyon a créé une licence professionnelle avec l'université de Lyon 1, notamment à destination des futurs enseignants, par exemple, mais aussi, voilà. Donc, en fait, on forme les futurs animateurs ou surtout direction d'accueil de loisirs sur les activités périscolaires spécifiquement. Et donc, en fait, on est en train de monter en compétences sur nos animations et nos directions. D'ailleurs, ils se mettent en grève de temps en temps. On voit qu'ils ont bien appris sur ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment des gens maintenant qui deviennent des interlocuteurs sur la question éducative. C'est très, très intéressant. Bon, des fois, ça. Mais du coup, effectivement, on a des directions d'accueil de loisirs qui sont de plus en plus formées, que ça aille sur les violences sexuelles, comme tu l'as signalé, Marie, mais aussi sur la question du handicap, qui, vous le savez, devient de plus en plus prégnante aussi bien auprès des enseignants que des équipes d'animation. Donc en fait, voilà, on monte en compétences, mais parce qu'aujourd'hui, le plus gros employeur d'animateurs, ce sont les collectivités territoriales sur le temps périscolaire. Faut être très très clair là-dessus. Donc en fait, on a besoin d'être aidé, et je pense qu'à un moment donné, il y avait un comité de filière avec l'éducation nationale. Il faut qu'on évolue sur la question des diplômes, de la formation et surtout de la rémunération pour éviter ces turnovers. Nous, c'est des turnovers quand même assez constants en fait. Voilà. Alors je rebondis parce que j'avais plusieurs questions. Un sur la cantine, parce que tu dis... Pardon, je suis Marie-Lys, il faut que je me présente. Pierre, tu voulais dire un mot, c'est ça? Non, mais vas-y, il rebondira. Non, mais attends, priorité quand même à ceux qui se sont déplacés. Priorité aux questions alors.